nanana. Pana, il nous regarde, il fait la 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 la. Et là, Faridi, c'est ça. Je suis en train de coproduire une série avec Canal+, ça s'appelle Loup-garou. Est-ce que t'es chaud de faire des essais? Tout le monde adore. Et au final, je me retrouve à avoir carte blanche sur la série, quoi. Mon rêve a toujours été quand même, dès petit, de faire de la musique à l'image. Le rapport vraiment musique-image, je le trouve fascinant. Mais j'ai un morceau qui commence à être joué partout. Le morceau commence à monter, je me retrouve numéro 1. Puis j'avais toujours ce rêve quand même de partir aux États-Unis. Ma mère, un jour, elle me dit, mais pourquoi t'irais pas aux États-Unis? Tu vas voir, on va faire un tour là-bas, quoi. Et donc je me mets en fait à écrire à plein d'artistes. Et j'écris vraiment, mais j'envoie une centaine de mails. Et donc voilà, j'ai fait des projets là-bas. Ça s'est hyper bien passé. C'était un peu l'autre grosse étape, quoi, tu vois. Covid, confinement. Je me retrouve à Las Vegas à faire un confinement chez Steve Aoki. C'était une histoire de dingo. Je rentre à Paris et en fait, ce que je sais pas, c'est que c'est la fin de mon cycle américain. Et puis là, je suis censé repartir à l'aéroport. Et la personne qui check mon visa, elle me dit, ouais, tu montes pas dans l'avion. Ton visa, il est pas sur ma liste de visas. Tu pars pas. La musique, c'est génial sur le papier, mais la réalité après de la vie, elle est compliquée, tu vois. Donc ça a été des années galères pour arriver à un endroit où je me sens pile à ouais, exactement, aligné, c'est le mot. En 2025, je me suis lancé dans le running. En 2026, je me lance dans l'investissement. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre, je fais la même chose. J'investis sur mon futur. Et je te parle d'une plateforme que je découvre en ce moment, IG. IG, c'est un acteur historique. Fondé en 1974, plus de 380 000 utilisateurs en Europe et présent en France depuis 2007. Et leur promesse est simple. Rendre l'investissement plus lisible, sans complexité inutile. Concrètement, tu as accès à plus de 6000 actions et 2000 ETF internationaux et tu peux commencer avec des achats fractionnés dès 10 €, tout ça sans commission. Le but, ce n'est pas de te promettre quoi que ce soit, c'est de t'aider à construire une démarche responsable, sur le long terme, à ton rythme pour préparer ton avenir. Et si tu souhaites te faire accompagner pour ouvrir ton compte, leur service client est disponible en France de 8h à 20h et ils sont super réactifs. Si tu veux juste comprendre et te faire ton avis, le lien IG est disponible en description de cet épisode. Merci à IG pour cette collaboration commerciale. Aujourd'hui, je reçois Leonardo Desi. Il fait partie de ceux dont tu connais le travail, sans forcément connaître le nom. Ceux qui agissent dans l'ombre, mais qui influencent ce que tu ressens. Il compose des ambiances, des tensions, des silences qui parlent plus fort que des mots. Il a signé toute la direction artistique sonore de Loup-garou. Et si tu as déjà ressenti ce petit doute, ce malaise diffus, cette méfiance qui s'installe sans savoir pourquoi, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, on ne va pas parler que de musique, on va également parler d'entrepreneuriat. Bienvenue dans Serial, Leonardo. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux de te recevoir dans le podcast, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la première fois qu'on va parler musique dans Serial. Trop bien. Donc je pense qu'il était temps. Excellent. Leonardo, t'es compositeur, producteur, artiste franco-italien. Ouais. Et donc la première question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi? Dans un environnement, une famille très soudée. Je pense que c'est un truc qui est hyper important déjà à mentionner direct. Famille hyper à l'écoute de ce que j'ai tout de suite voulu faire, tu vois. Moi, la musique, ça a été quelque chose d'assez évident très tôt. Donc, à l'encontre de pas mal de gens autour de moi qui ont eu, parfois, tu vois, la famille qui ont dit tu feras médecin, tu feras avocat, etc. J'ai eu vraiment une famille incroyable qui m'a vraiment permis de réaliser mes rêves directement. Il n'y a jamais eu de questions par rapport à ça. Donc, j'ai grandi dans un écosystème très bienveillant. Est-ce que tu te souviens de ton premier rapport à la musique, justement? Est-ce que ça faisait partie de tes premières passions ou pas forcément? Ah ouais, non, c'était évident. Donc en gros, je pense que les premiers signes, ils étaient là assez tôt. Je me rappelle écouter de la musique et être très ému directement en l'écoutant. Donc j'étais jeune, je devais avoir 5-6 ans. Donc mes parents se sont dit, il y a peut-être un truc à faire. Il est peut-être hyper sensible et réceptif à la musique. Donc j'ai commencé à faire des cours de piano avec une prof à la maternelle qui venait chez moi. Et ça s'est très bien passé. Elle a tout de suite dit, oula, faut peut-être l'envoyer au conservatoire direct. Donc j'ai commencé à 8 ans. Et j'ai commencé en faisant du classique, piano classique. Et j'ai adoré. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des profs excellents qui m'ont donné l'envie de continuer aussi au conservatoire parce que c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Il y a plein de jeunes qui étaient avec moi qui arrêtaient direct. C'était trop dur, le solfège, c'était trop compliqué. Et je comprends tout à fait. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un prof qui s'appelle Lionel Roquita, qui m'a donné vraiment cet amour de le solfège, mais on faisait aussi de la chorale. Il venait chez moi me donner aussi des cours particuliers, donc il y avait tout un écosystème direct où j'avais les bonnes dispositions pour approfondir la passion que j'avais déjà, qui était évidente. Donc globalement, ça a été très tôt de la musique. Ma mère m'a fait énormément écouter de la musique, elle jouait aussi de la guitare. Mon père, il faisait de la batterie, donc il y avait déjà quand même un truc un peu dans la famille, tu vois, dans l'ADN.
Mais personne n'a jamais fait de musique dans ma famille, en tout cas aux côtés de mes parents. Donc, c'était plus un kiff dans la famille. C'est exactement. Sans que ça soit un mais métier, vraiment, quoi. tu vois, c'est quelque chose de présent chez nous. On écoutait de tout, du Stevie Wonder beaucoup, Michael Jackson, Earth, Wind & Fire. Je me suis vite ouvert à plein de choses, tu vois, le classique. Beaucoup, on écoutait du classique. Donc voilà, ta curiosité, elle commence déjà à évoluer. Et puis, moi, je pense que c'est une grande force dans la musique, c'est de pouvoir aussi d'avoir écouté de tout, pour se nourrir de tout et pour ensuite pouvoir, toi, retranscrire ce que tu as envie de faire, quoi. Ok. Mais donc très tôt, oui, musique. Et comment ça se déroule la suite en termes d'études? Tu continues directement dans cette voie-là? Bah du coup, je fais conservatoire, donc je fais 8 ans de classique, 5 ans de jazz. Parce que je me dis, j'apprends la rigueur, tu vois, la discipline. Le classique, c'est quand même quelque chose d'hyper important, je pense, dans la musique et dans ton entraînement de départ. Et ensuite, je suis passé côté jazz. Donc là, tu apprends l'improvisation, tu apprends à lâcher prise. C'est un rapport à la musique qui est quand même assez différent, mais qui pour moi est indispensable. Les deux vont ensemble, quoi. Et donc j'ai fait ça jusqu'à assez tard, hein. Je pense que j'avais 15-16 ans. Après, bon, il fallait que je finisse le lycée, que j'ai mon bac. C'était le stress total. Tu l'as vécu comment, tes études à côté, entre guillemets? Bah, l'école, c'était galère, hein. J'étais dans une école catholique privée, donc c'était hyper, tu vois, strict. Fallait rentrer dans le moule. J'étais pas dans le moule du tout. Donc les profs m'aimaient bien parce que j'étais plutôt sympa entre guillemets, quoi. Mais ils me voyaient comme le musicien. Bon, vas-y, il fait de la musique. Ok. Donc j'étais pas du tout dans les clous. Donc l'idée c'était quand même d'avoir le bac. C'était chaud, mais je l'ai eu. Et ça m'a permis après de continuer de faire ce que je voulais. Donc juste après, j'ai fait encore une école de jazz qui s'appelle l'American School. Je crois qu'aujourd'hui ça s'appelle l'IMEP. À Paris. Exactement. Et en fait, l'idée c'était de faire l'IMEP quelques années parce que c'était une filiale de Berklee à Boston, qui est une sorte de grande école hyper prestigieuse. Et l'idée c'était d'aller faire Berklee en section musique de film. Donc mon rêve a toujours été quand même dès petit de faire de la musique à l'image. Le rapport vraiment musique-image, je le trouve fascinant. Et donc c'était un peu l'idée. Donc je me dis ok, je fais du jazz, je continue de pousser en tout cas mon apprentissage là-bas. Et donc c'est comme ça que je transitionne de l'école, le bac, tout de suite école de jazz. J'ai fait 2 ans et en parallèle je commençais à sortir des morceaux sur SoundCloud. C'était un peu l'époque SoundCloud. Et un jour j'ai un morceau grâce à un ami à moi qui s'appelle Thomas, qui m'a en fait, il m'a aidé à pousser un morceau que j'ai sorti sur une plateforme qui s'appelait Hype Machine. C'était vraiment il y a longtemps. C'était un gros blog qui recensait tous les meilleurs blogs entre guillemets de la planète. Et il y avait un classement, un top 50 sur ce site. Et donc mon pote Thomas, il commence à envoyer mon morceau à tous les blogs affiliés au gros blog, quoi. Et donc on se retrouve sur le site et puis en fait le morceau commence à monter, je me retrouve numéro 1. Okay. Et donc là d'un coup il y a un truc qui n'est pas prévu, quoi. Je voulais pas spécialement être artiste, tu vois, sur le devant de la scène, mais j'ai un morceau qui commence à être joué partout. C'était All Away? Exactement. Ouais. C'était All Away. Ouais, 2013-2014. Donc t'imagines, ça fait 12 ans maintenant. C'est incroyable. Et ce morceau, il prend un peu tout seul grâce à ce site. Et ce site, vu qu'il est très international, bah, le morceau est vraiment joué partout. Et ça a été le premier élément qui m'a dévié, entre guillemets, un peu de la route. Je vais faire l'école, je vais aller faire la Berklee en musique de film. Je me dis, bon, bah là, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, du coup, je reste à Paris et je commence à bosser avec un ami de ma mère qui s'appelle Philippe, qui vient et qui me dit, écoute, je vais m'occuper de toi. Et donc, grâce à Philippe, en fait, il me fait monter mon label, ma structure. Donc, en fait, je me structure, en fait. Exactement. Je deviens professionnel. Ça y est, je fais de la musique. Le morceau, il est écouté partout. Il y a Tiesto qui le joue en festival. J'ai vu ça. Je deviens fou. J'avais même eu un coup de fil de Bob Sinclair qui voulait remixer le morceau à l'époque. Bon, je comprenais pas grand-chose à l'époque. Donc, tu sais, j'avais 18 ans. C'était beaucoup d'un coup, mais c'était incroyable. Donc, j'ai pris ce créneau, en tout cas. C'était le début vraiment de ma carrière professionnelle en tant qu'artiste, pour le coup, là. Ouais, c'était assez fou. Et ce qui est marrant, c'est que quand je suis allé écouter le morceau, quand je suis allé sur ton profil Spotify, la musique, je la connaissais. C'est vrai? Ah, c'est fou. Je l'avais déjà écoutée. Incroyable. Mais tu sais, il y avait, c'était l'époque où donc il y avait Hype Machine, il y avait SoundCloud à fond, et il y avait les chaînes YouTube qui étaient énormes. C'était le moment où il y avait The Sound You Need, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, bien sûr. Electroposé, Majestic Casual, c'était fou. Moi, je découvrais la musique comme ça. Des chaînes qui faisaient propulser une musique. Mais c'était le début d'ailleurs de cette ère streaming quelque part. Il y avait
toutes les chaînes YouTube qui étaient mais qui bombardaient de musique, et la musique était toujours cool, un peu quali selon bien sûr ce que tu recherchais. Et généralement, tu avais des playlists aussi qui te mettaient direct dans un flow. Ouais, exactement. Que tu quittais pas en fait. Exactement. Et j'ai découvert énormément d'ailleurs d'artistes que j'écoute encore aujourd'hui. Je me rappelle que FKJ était énormément publié aussi sur de Cervini, artiste de fou que j'ai découvert grâce à ça, tu vois. Et c'est aussi grâce à ces chaînes YouTube que le morceau, il a aussi amplifié, tu vois, ça prenait de partout. Mais donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai entendu, mais ouais, c'est très probable. Ah, c'est fou, incroyable. Et donc à ce moment-là, tu commences à te professionnaliser. Ouais. Qu'est-ce que t'entends par là, le côté professionnalisation? Bah écoute, tu rentres dans la vie d'adulte entre guillemets, c'est-à-dire que là d'un coup je suis gérant de ma boîte, tu dois payer des impôts, tu dois gérer d'autres trucs. Boîte? C'était une tu sais, c'est un truc classique, hein, vraiment une SARL, gérant. Je mets vraiment le truc le plus basique possible, mais ton rapport au travail est très différent parce que tu arrives en fait quand on te propose de travailler sur des projets, tu arrives d'égal à égal tout de suite. En fait, t'es structuré, t'as un label. Philippe m'a fait passer aussi le label en éditeur. Donc en fait, j'ai monté mon dossier d'édition à la SACEM, un truc énorme qui était quand même ultra galère à faire. Et d'un coup, ça y est, t'es producteur, éditeur, t'as ta structure, t'es dans le monde réel du travail. Mais avec les plus et les moins, tu vois. Tu payes des impôts, t'as plein de trucs qui rentrent dans le quotidien qui sont pas forcément évidents. Donc tu dois apprendre beaucoup de choses, comprendre de la comptabilité. Ouais, tu te structures différemment, donc c'est une autre partie de ton cerveau que tu la consacres à ça. Mais ça va, je suis assez rigoureux, truc et tout, donc c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Je maîtrise mieux, c'est pas mon métier, tu vois. La comptabilité, typiquement, c'est des trucs vraiment, heureusement qu'on m'aide. C'est pas le métier de la majorité des entrepreneurs. Exactement. Mais t'as une partie de ton cerveau qui va se consacrer à ça, et c'est hyper intéressant, en fait, tu vois. Il faut aussi s'ouvrir, il faut être curieux. Moi, j'ai kiffé, j'ai bien aimé faire ça. Mais donc, c'est comme ça que je me suis structuré, que je suis rentré dans le... Tu te souviens de ton premier projet payé? Payé? Ouais. Écoute, j'essaie de faire un peu la rétrospective parce que du coup, au début, donc je sors ce track, je me structure, je sors un EP autour du projet pour un peu venir étayer, tu vois, le propos, quoi. 5 titres. Déjà, sur cet EP, ouais. C'est quand tu publies cet EP, c'est quoi les retours que tu reçois? Les retours sont super bons, je m'en rappelle, c'était vraiment cool, ça avait bien streamé, en tout cas par rapport à l'époque où on était, tu vois. C'était vraiment le début des plateformes aussi, Spotify et compagnie. Je me rappelle d'ailleurs que Holloway, on l'a mis en ligne 3 ans plus tard, sa vraie sortie, qui était 2013. Je crois que le morceau, on l'a uploadé en 2016. Donc tu vois, on était un peu, ça a l'air intéressant ce truc, viens, on met dessus, quoi. Alors que c'est devenu tellement crucial aujourd'hui. Mais non, l'EP, c'était super, c'était vraiment pour venir asseoir un projet quelque part, tu vois, marquer une identité. Je faisais des dates à l'époque, je me rappelle. Je jouais en DJ set, donc j'avais fait une soirée de release pour l'EP. J'étais vraiment positionné en tant qu'artiste, tu vois. Mais je reviens à la question que tu disais sur le premier projet, j'ai du mal à me rappeler du premier projet payé. Okay. Parce que tu sais, au départ, tu fais beaucoup de projets non payés déjà. Tu dois te faire un nom, tu dois rencontrer des gens. Ça, je pense que c'est partout pareil. Partout pareil. Exactement. Métier. Ah, viens, je te file un coup de main sur ci, sur ça, tu vois. Parce que j'ai eu quand même, dans l'avancée après de la carrière, j'ai eu des casquettes relativement différentes. Donc, en tout cas, ce timing-là, en tant qu'artiste, c'était plus, je sortais de la musique et je la jouais ensuite en soirée. Donc là, à ce moment-là, tu te dis, je veux avoir une carrière en mon nom, entre guillemets. Ouais. Du moins, je veux sortir des sons, que ça marche. Écoute, et, exactement. Faire des scènes. Alors, j'ai toujours un rapport à la scène particulier. Okay. C'est pas mon truc préféré. Ça l'a jamais été. Moi, je me sens bien en studio. Tu vois, on réfléchit, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est l'approche, la direction artistique, qu'est-ce qu'on compose. Là, je suis dans mon élément à fond. Être sur le devant de la scène, ça a toujours été un peu plus compliqué pour moi, mais je l'ai fait. J'ai kiffé, tu vois, une fois que t'es sur scène, c'est hyper cool et tout. Mais le stress que j'avais avant, etc., moi, c'est un truc qui n'était pas, en tout cas, naturel, tu vois, chez moi. Donc, ça a toujours été un travail. Mais je pense quand même pour la... plus introverti aussi? Ouais, moi, je suis bien, tu vois, en studio, comme je te dis, être vraiment sur le devant de la scène avec le faisceau dans la figure, c'est pas spécialement moi, en tout cas, de prime abord. Après, ça se travaille, etc., tu vois. Donc, en vrai, ça m'a dévié effectivement de mon objectif principal qui était de faire déjà de la musique de film, tu vois, donc dans le derrière de la scène.
Mais par contre, c'est sûr qu'il faut avancer, il faut se montrer, il faut parler de soi. Bien sûr. Ça fait partie du jeu, Ça quoi. rajoute d'autres métiers, Bien sûr. communication, marketing, Absolument. tout ça. Ah ouais, c'est trop important. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire des musiques de films? Est-ce qu'il y a des films en particulier où tu t'es dit: «Waouh, énorme claque, sonore»? Bah, ouais, je regardais beaucoup de films, aussi quand j'étais petit. Bah, tu sais, en fait, ce qui m'a toujours parlé, c'est un peu bateau, hein, mais vraiment le rapport de la scène que tu vois et de l'émotion de la musique qui s'y rattacher, c'est tellement puissant. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu marqué. Moi, je me rappelle de Tron Legacy. C'est une BO que j'avais mais adorée, quoi. Des Daft Je Punk? trouvais ça trop fort. Exactement, que les Daft Punk, qu'on connaissait comme des gars qui faisaient de l'électro et cetera, ils débarquent sur un film, et là, d'un coup, c'est ultra symphonique avec des beaux thèmes. Waouh, j'étais en mode: «Mais putain, Mmh. mais c'est exactement ce que je veux faire, quoi», tu vois? C'était en tout cas, effectivement, celle-là, quand tu me poses la question, ce film me revient, direct. Après, il y a d'autres BO que j'ai adoré, bien sûr. John Williams, trop fort, Ouais. avec Jurassic Park, moi, c'est un de mes films préférés. Je l'assume. Mais la musique magnifique. Je sais pas, il y a tellement de films différents. Ryuichi Sakamoto, c'est aussi une énorme référence pour moi. La musique qu'il fait, elle est exceptionnelle. Sur quel film? Franchement, il y en a tellement, mais une qui m'avait marqué, c'était The Revenant. Ah, Je trouve que c'était un peu, passé, enfin, la BO pour moi, elle était folle, quoi. en plus, Et il y a c'est une tension de malade exactement. pendant tout le film et qui est due, Ah beh, bien sûr. Et ce que je trouvais très fort dans cette BO, c'est les silences qu'il mettait dans la musique. Genre, il faisait na na blanc. Mais genre le blanc, il est long, hein. Il est long, le blanc, et tu te dis: «Putain, mais ça reprend na na na», et tu es en «Ah OK, OK», et il avait ce rapport aussi au silence que je trouvais trop puissant, donc ce film m'avait marqué, et puis ses mélodies, ses morceaux, je les trouve sublimes, c'est vraiment un compositeur qui est, moi, dans mes top 3 de compositeurs de musique de film préférés. OK. Quand on revient, à ton parcours, qu'est-ce qui va faire switcher, le fait que tu te dises, finalement, «J'ai pas forcément envie d'être, artiste en mon nom», entre Mmh. guillemets, enfin faire des Ouais. musiques et faire des scènes? Alors en gros, ce qui se passe, c'est que quand je sors ce projet, le truc qui me manque à ce moment-là, c'est le réseau. J'ai pas vraiment de réseau à Paris dans la musique, hem, donc je sors un projet qui est cool, ça stream. Mais mine de rien, il manque un peu ce côté de, bah, vas-y, heu, comment dire? Que les choses un peu déroulent, tu vois? Et qu'elles enchaînent. Et donc je me retrouve avec un projet qui tourne, avec un morceau qui marche, tu vois? Je fais de la radio d'ailleurs, enfin ça se passe vraiment bien, hein, mais j'ai besoin de ce truc un peu en plus, et puis j'avais toujours ce rêve quand même de partir aux États-Unis. Boston, c'était quand même un peu dans un coin de ma tête. Il y a des années, les années passent, et et je me rappelle, ma mère, un jour, elle me dit: «Mais écoute Léo, Heu, pourquoi tu irais pas aux États-Unis? Je sais pas, contacte des gens, tu vois? Essaie de débloquer un peu le truc, et puis va voir, on va faire un tour là-bas, quoi». Et donc je me mets en fait à écrire à plein d'artistes, d'ailleurs, via Hype Machine, qui était encore, plutôt populaire à l'époque. Et donc j'écris à des gars, des chanteurs et des chanteuses, qui sont en train de monter, mais qui sont pas trop connus, donc qui ont, la possibilité de te répondre encore. Mmh. Et j'écris vraiment, mais j'envoie une centaine de mails, en me disant: «Je vais peut-être, tomber sur un mec qui va vouloir faire une collaboration, et ça me permettra de bouger». Et il y a un gars qui me répond, juste un seul, parce qu'en fait, j'apprends plus tard que son manager avait reconnu mon nom parce qu'il connaissait mon morceau, donc tu vois, comme quoi ça avait vraiment servi, ce Incroyable. truc-là. Et ce mec-là, il est à Toronto, il s'appelle Silo, et il me répond, il me dit: «Ouais, salut, cool, viens, on essaie de faire un son à distance et tout», donc moi, trop content, je me dis: «Bon, bah, cool, j'ai un 1er point de départ». Donc on commence à faire un son à distance. Donc moi, je suis à Paris, je loue un studio dans le 2e arrondissement. J'y vais tous les jours, je me motive, faut que je sorte de chez moi, faut que je sois dans une dynamique de, tu vois, de boulot, faut être dehors. C'est quand même hyper important. Je rencontre des gens, un truc et tout. Et là, donc il y a ce Silo qui m'écrit, donc on commence à faire un son. Et le son, il est cool, ça se passe bien. Heu et là, du coup, je me dis: «Bon, bah, c'est peut-être l'opportunité de bouger, quoi». Donc je lui dis: «Écoute, si tu chaud, je viens à Toronto, et on termine ce morceau ensemble, et puis on voit ce qui se passe, quoi, on le sort». Donc du coup, je prends un billet aller simple pour Toronto, et du coup, avant de partir, je me dis: «Bon, bah, si je vais là-bas, il faut que je passe à Los Angeles, qui est quand même un peu la capitale de la musique, Ouais. encore aujourd'hui, hein, beaucoup en tout cas, sur la musique internationale». Donc du coup, je demande à tous mes potes à Paris, tous mes contacts, tout ce que tu veux: «Est-ce que tu connais des gens à LA? Est-ce que tu connais des gens à Toronto?» Et je me fais une liste de gens, tu vois, mais random, hein, des gens: «Ah oui, je connais un mec qui connaît un truc».
envoie, balance et vas-y, on y va. Donc je me fais une liste, je pars à Toronto, aller simple, et là vraiment c'est un peu à double tranchant. Parce que tu pars à l'aventure totale, tu sais pas ce qui va se passer, mais j'avais besoin de ce truc de il faut l'étape d'après, ça traîne trop à Paris, c'est cool, mais c'est, tu vois, voilà, faut que je bouge. Donc je me retrouve là-bas, et en fait, je débarque dans cette ville que j'ai au final adorée, et je rencontre ce mec, ça se passe super bien, je dors chez lui, et on commence à faire du son, donc on développe une amitié, et on termine le morceau, il me présente tous ses potes, de la musique à Toronto, donc tu vois exactement ce qui me manquait, je commence à me dire: «Ah ça c'est cool, c'est intéressant, je peux commencer peut-être à produire des trucs différents pour lui, il a un projet» et cetera, donc il y a une sorte de synergie qui se met en place, qui est hyper intéressante. Donc je reste, je crois, quelques semaines à Toronto, et là je prends mon billet pour aller à LA, et il me dit: «Ah mais si tu vas à LA, j'ai mon manager qui est là-bas, il s'appelle Dimitri, va le voir, rajoute-le dans ta liste de gens à aller checker». Donc j'arrive à LA, je suis accueilli par une famille incroyable qui s'est occupée de moi pendant 1 mois, donc je les remercie encore. C'était fou. Ça m'a permis, tu vois, d'être serein, d'être là-bas mais tranquille, et commencer à faire tous les rendez-vous, et donc voilà, je rencontre plein de gens. Au culot. Au culot, j'y vais, des gens mais rien à voir, des gens mais que je reverrai jamais, des gens hyper sympas, des gens horribles. Je rencontre de tout, mais ça fait partie de l'histoire et de l'aventure, et c'était trop bien, tu vois? Et je rencontre ce fameux Dimitri qui est donc le manager de Silo, et on s'entend hyper bien. Ça se passe trop bien, et quand je reviens donc de tout ce voyage qui se passe super bien au final, je reviens à Paris. J'ai dû faire 2 mois, tu vois, dehors, là-bas. C'est un des gars, un des peu de personnes qui est resté vraiment dans ma liste en mode: «Ah là, il y a un coup à jouer». Et donc on commence à parler à distance, on commence à bosser ensemble. En fait, on sort le morceau avec Silo. Ça se passe super bien. Dimitri, en fait, il commence un petit peu à me gérer aussi sur le côté plus international. Et donc voilà, il y a un sorte de nouveau chapitre qui rentre dans ma vie. C'est, voilà, il y a eu la période de Paris, et là, il y a un truc qui s'ouvre là-bas à l'Inter. Donc je me dis, hyper intéressant. Le temps passe, et là, Dimitri me dit: «Écoute, c'est pas possible, il faut enfin, soit tu viens, enfin, il faut que tu fasses un vrai move, si on veut aller un peu plus loin, quoi». Et donc on commence, parce que moi je fais beaucoup d'allers-retours, du coup, ça se passe tellement bien que je me retrouve beaucoup à LA et à Toronto. J'habite avec Dimitri, enfin ça devient vraiment, un peu mon nouveau chapitre, quoi, comme je te dis. Et là d'un coup, ben, on se dit: «Bon, bah, faut peut-être faire le visa pour, le visa d'artiste». Donc on monte un dossier, avocat, tout ce que tu veux, et ça passe. Donc je fais le visa d'artiste, donc hyper content, ça y est, je peux officiellement bosser là-bas, et C'est une durée de combien de temps? alors c'était 3 ans. 3 ans. C'était 3 ans, et il a commencé en mi-2019. Donc je pense Waouh. que tu vois le petit problème arriver juste après. Mais du coup, donc je suis beaucoup là-bas, et en fait là-bas j'enfile une nouvelle casquette, c'est que je produis beaucoup pour des gens. Donc avant je faisais entre guillemets un peu l'artiste, quoi, j'avais mes morceaux, je les sortais. J'arrive là-bas, je rebrand mon nom, c'est aussi très important, c'est vrai que je change de nom. Art of Shades, c'était mon premier nom, sous lequel était sorti Holloway et compagnie. Et ça me parle moins, je trouve que je change un petit peu aussi d'image, et cetera. Donc je me dis: «Je vais me mettre sous Léo Dessy». Aujourd'hui, c'est Leonardo Dessy, mais c'est la même chose. Je préférais revenir sur, mon identité de départ, je la trouvais cohérente, et puis c'est moi, quoi, tu vois? Je trouvais ça plus simple. Donc je rebrand un peu le nom, et là, je me mets à sortir des morceaux là-bas, donc j'en sors quand même 2, dont, un avec d'ailleurs un autre artiste de Toronto qui s'appelle, Tai. Trop fort, encore ce gars. Un des mecs avec qui j'ai beaucoup travaillé là-bas aussi. Bref, et outre la casquette d'artiste, je me retrouve beaucoup en studio à produire pour des autres. Donc je produis pour Silo, je produis pour Tai, je rencontre des artistes là-bas, on travaille ensemble, et en fait, il y a un sorte de nouveau chapitre qui s'ouvre, aussi, que je trouve fascinant. C'est que tu es en studio, tu as un projet, un mec qui arrive: «Voilà, moi c'est ça que je fais, c'est ça que je fais». OK, donc tout de suite faut être réactif, et ça c'est un truc que j'ai adoré faire d'ailleurs, qui m'a beaucoup servi grâce au conservatoire. C'est, pour moi la clé, c'était de s'adapter. Genre vraiment, tu vois, mon manager, il m'envoyait en session, on rencontrait des gens, je faisais des sessions là-bas, ça se fait assez rapidement. «Ah, t'es cool et tout, truc, semaine prochaine, vas-y, passe au studio». Hop, t'es en studio. Et je me suis vraiment rendu compte à quel point le fait d'avoir appris l'instrument, heu, le classique, le jazz, m'a vraiment servi à m'adapter direct. Je me rappelle beaucoup de sessions de rap notamment, tu alors au début,
je me trompais beaucoup parce que j'arrivais, je faisais des accords hyper complexes, tu sais, des trucs de jazz, des trucs de... Et les gars, ils étaient en mode, mais mec, genre, pas du tout, genre, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc j'ai très vite compris qu'en fait, pas du tout tout ce que j'avais appris de complexe, entre guillemets, c'est pas ça que il fallait faire, mais il fallait faire la suite de notes catchy, les 4 accords qui allaient fonctionner. Et donc, je me retrouve dans tout ce nouvel écosystème qui est incroyable. Et donc, hop, nouvelle casquette que je commence à porter, c'est produire pour les autres. Et donc voilà, j'ai fait des projets là-bas, ça s'est hyper bien passé, c'était un peu l'autre grosse étape, quoi, tu vois. Donc c'était toute la partie US, en gros. US-Canada. Donc, Ouais. mi-2019. Mi-2019, je suis là-bas officiellement avec le... Je crois que c'est ça, hein, ouais, mi-2019. Avec le visa. Je pense savoir ce qui va poser problème. Hein. Donc on est... Attends, parce que je fais un peu la rétrospective, donc c'est ça. Donc je continue de produire, on a un projet de... Enfin, j'ai un projet de sortir d'autres morceaux, quoi, j'enchaîne. Et là, bien évidemment, Covid. Et donc là, c'est le bordel. Confinement, je me retrouve à Las Vegas à faire un confinement chez Steve Aoki, c'était une histoire de dingo. Parce que mon manager Dimitri, il sort d'ailleurs encore aujourd'hui avec la nièce de Steve Aoki, donc hyper drôle, on se retrouve, il me dit, écoute, moi je vais me confiner là-bas parce que elle va se confiner là-bas parce qu'ils sont très famille, et donc on se retrouve, il me dit, bah viens parce que je vais pas te laisser tout seul. On se retrouve là-bas, c'était dingue. Donc, confinement chez Steve Aoki, avec Steve Aoki. Ouais, bien sûr, avec toute la famille, la sœur, la mère. Incroyable. C'était exceptionnel et à la fois c'était effrayant, quoi, parce que tu te retrouves là-bas, tu connais personne. La situation, elle est quand même hyper préoccupante. Au début, là aujourd'hui, on a le recul. Mais sur le moment, franchement, c'était chelou. Hein. Ouais. Je me rappelle un truc qui m'avait marqué à Vegas. Il y avait plus de gens qui faisaient la queue devant le magasin d'armes qu'au supermarché. Wow. Et ça m'avait vraiment glacé le sang, quoi. Donc t'es là quand même, ambiance bizarre, mais début de confinement improbable. Puis je me dis, il faut que je rentre à Paris, c'est pas possible, il faut que je sois avec ma famille. Donc je prends un avion, je me rappelle, je touchais rien, tu sais, j'avais les gants, le masque, j'étais vraiment comme un robot comme ça. Je rentre à Paris, et en fait, ce que je sais pas, c'est que c'est la fin de mon cycle américain. En vrai, je m'en rends pas compte à ce moment-là. Je me dis, vas-y, je reste quelques mois, le temps que ça se calme, et je repars. Donc je reviens, voilà, je reconnecte avec les gens à Paris. Ça se passe bien. Et puis là, je suis censé repartir à l'aéroport. Donc je reste 6 mois quand même, tu vois. Je passe l'été, j'en profite, je reste là, etc. Je fais la classique, et puis je me dis, ça y est, fin août, on repart. Et j'arrive à l'aéroport, et il y avait une personne que j'avais contacté, un producteur que j'avais rencontré à Los Angeles, justement français, que j'avais pas pu voir pendant que j'étais à Paris en reconnectant avec les gens. Et donc je suis à l'aéroport, je monte mon passeport à la porte d'embarquement, et la personne qui check mon visa, elle me dit, ouais, tu montes pas dans l'avion. Ton visa, il est pas sur ma liste de visas, tu pars pas. Mais genre, moi, j'ai fait le check-in, j'ai foutu la valise dans l'avion et tout. Hein. Wow. Donc au moment de monter, elle me dit, ouais, non, c'est mort et tout. Et donc là, je t'avoue, je deviens fou. Je dis, mais c'est pas possible, moi, j'ai ma vie, elle est là-bas, je paye un loyer, ma vie, elle est à Los Angeles. Elle me dit, tu montes pas dans l'avion et tout. Ok, donc là, catastrophe. Vraiment, le monde s'écroule, quoi, tu vois, autour de moi. Je récupère ma valise, donc trop bizarre, tu sais, tu fais le chemin à l'envers dans l'aéroport, c'est une sensation trop bizarre. Le walk of shame. Ouais, le walk of shame, exactement, tu repars, tu revois tous les trucs, mais t'as rien, t'as pas ta valise, t'es là, tu marches, t'as les yeux par terre, c'était horrible. Et je me dis, mais c'est pas possible et tout, c'est une catastrophe. Et sans raison en plus. Sans raison valable. C'est juste que c'était encore tôt, tu sais, c'était hyper dur de voyager quand même à ce moment-là. Je sais pas si tu te rappelles, il fallait plein d'attestations, des trucs, c'était quand même ultra compliqué. Ouais. Et en fait, mon visa, je sais pas, il devait pas être assez bien, ou je sais pas, il était pas assez haut sur la liste. C'était inexplicable. Mes résultats, je ne peux pas repartir. Donc je rentre chez moi, Qatar. Et je te parlais il y a quelques secondes d'un producteur, et en fait, le dernier gars que j'avais pas réussi à avoir, je l'avais appelé, je crois, on s'était envoyé un message, mais bref, il m'appelle. Et improbable parce qu'il m'appelle jamais, tu vois, on s'écrivait juste, on s'était vu 3 fois en 3 ans, c'était ce genre de relation. Et il m'appelle, il me dit, ouais Léo, écoute, je sais pas ce que tu fais demain, mais il me manque un producteur, un gars qui a chopé le Covid, justement. Je pars dans le sud de la France faire un séminaire pour un artiste. Est-ce que tu veux venir à la place de ce mec? Donc un peu le coup du destin quand même. Et je me dis, clairement, j'ai rien à faire demain. Le temps que cette histoire s'arrange, je dois contacter les gens et tout. J'y vais. Donc ce mec s'appelle Qsteed,
Et donc je me retrouve dans ce séminaire et en fait ça se passe hyper bien avec lui, avec les gens, etc. Et, euh, et donc en fait de fil en aiguille, le temps de résoudre mon problème, on continue à bosser en fait avec Q et ça se passe tellement bien qu'au final je signe un deal de coédition avec lui et je me retrouve à revenir en fait à Paris et à me réinstaller parce qu'en fait d'un coup ça se passe hyper bien et qu'il y a un truc de cohérent, il y a un peu aussi un côté de t'es allé aux US, t'es revenu et tu amènes peut-être quelque chose aussi Toute l'expérience de que tu différent, exactement, une expérience. Moi, au début, je me rappelle, j'avais vraiment du mal à connecter, tu vois, avec les gens à Paris. C'était très, tout était en clic. Euh, donc c'était dur quand tu connaissais pas déjà des gens dans le milieu de connecter. Mais là, du coup, avec le retour à Paris et avec du coup Q, on commence à travailler ensemble. Et bah, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent d'un coup. Et en fait, ça se passe super bien. Et on se retrouve à bosser ensemble sur d'autres projets. Donc en fait, je signe un deal de coédition, donc mon label avec le sien. Mhm. Et depuis, on bosse encore aujourd'hui ensemble. Ouais. Et donc c'était le nouveau chapitre. Donc tu vois, il y a eu le début Ouais. artiste, les US et le Canada. Et là, il y a nouveau chapitre, donc Retour Paris, coédition avec Q. Et là, en fait, je commence à travailler avec des artistes autant français qu'internationaux, mais de Paris. Donc en fait, finalement, je garde un peu la même démarche de boulot, mais je suis basé à Paris. Voilà. Donc ça m'empêche pas de retourner Bien à sûr. LA après, etc. Mais la base, elle switch d'endroit, tu vois. Et je me retrouve ici. Et, euh, et voilà. Et donc ça, c'était un peu le nouveau chapitre Troisième Paris. chapitre. Ouais, le troisième chapitre Retour sur Paris. Paris, ton réseau se développe. Enfin, C'est tu vois ça. que les portes s'ouvrent, ce qui n'était pas le cas sur le premier chapitre. C'est ça, exactement. Euh, Et donc là, on se met à faire des sessions à Paris. Je me rappelle, on part au Maroc très rapidement, Q et moi, pour bosser avec Niska. ok. Mais super, tu vois. Donc encore une fois, tu t'adaptes à chaque fois. Et d'ailleurs, très marrant, il y a une anecdote avec ça, c'est que la porte d'embarquement où je me suis fait recaler à Paris, à Charles de Gaulle, elle était juste à côté de la porte d'embarquement où on part pour le Maroc. Et donc, je vais jeter un coup d'œil, voir s'il y a la même meuf qui m'a recalé, tu vois. Parce que d'un coup, moi, je réalise avec le recul qu'en fait, c'était une chance que je ne reparte pas. Parce qu'au final, je me retrouve à faire des projets de ouf à Paris. Donc, tu vois, vraiment, c'est quand même, c'est fou quand il pense. Et donc, j'y retourne et je vois qu'il y a la même meuf qui m'avait recalé. Et il y avait une dame de chez Air France hyper sympa qui a essayé de tout faire pour me faire monter dans l'avion. Et je vais la voir et je lui dis, Madame, vous vous rappelez sûrement pas de moi, mais en fait, vous m'avez recalé, enfin, votre collègue m'avait recalé de l'avion. Et au final, ça a été un super truc pour moi et tout. Donc, merci beaucoup. Elle a rien compris. C'est marrant. Et j'en ai même fait un son qui s'appelle K37. C'est la Ok. porte d'embarquement à Charles de Gaulle. Débat. Qu'il faut que je sorte, que j'ai toujours pas sorti. Mais voilà, c'est Incroyable. très très drôle. Donc, un peu le full circle. Mais voilà, donc je me retrouve à produire autant des rappeurs que. Les projets vont s'enchaîner. Les projets s'enchaînent, exactement. Donc, on continue de travailler sur plein d'artistes différents. J'apprends beaucoup à ce moment-là. Enfin, de toute façon, il faut toujours continuer d'apprendre. C'est même pas un truc de. Ouais, C'est je à ce pense que moment-là pile poil. l'apprentissage, il est Ouais, infini. ouais, absolument. Mais en fait, je me mets vraiment. Q qui, du coup, réalise des projets. C'est vraiment sa grande force. Compo et réalisateur. En fait, j'ai une sorte de mentor d'un coup qui m'apprend beaucoup de choses. Et donc, moi, il m'emmène beaucoup en session partout. On part en séminaire pour travailler pour un tel. Et je vois comment il fait. Comment se passe un process de création d'album, comment tu fais, ce qu'il faut faire, pas faire. Et donc, je me mets vachement à l'écoute, je regarde beaucoup. Et tu vois, et puis bien sûr, je compose, je suis là, il faut être là au moment où il faut. Tac, c'est ton moment, tu sais que c'est là où il faut que tu agisses. Bam, tu fais les accords qu'il faut, etc. Et donc voilà, j'apprends énormément à ce moment-là. C'est hyper intéressant. On travaille sur des projets très différents, donc ça aussi, c'est trop cool. Autant français qu'inter. C'est là où on fait Amaré, donc qui est quand même une artiste hyper influente aujourd'hui, tu vois, avec notamment avec son album en 2023, Fountain Baby, qui pour moi est un album vraiment exceptionnel. Enfin, pas parce que j'ai bossé dessus, mais vraiment avec le recul, il est vraiment trop intéressant en termes de son. Il y a plein d'influences différentes, mais c'est trop puissant. Et donc, tu vois, je bosse sur des trucs inter, je bosse sur des projets français, et voilà. Donc, je suis beaucoup à l'écoute, je regarde beaucoup, je suis beaucoup en studio. Et ouais, c'est le nouveau chapitre. Et c'est chambé, Ouais. j'adore. Tu vois, ça se passe super bien. La collaboration, elle est géniale. Et donc ça, ouais, c'est un peu le retour à Paris. C'est comme ça qu'il se fait.
Puis ça te permet de Ouais, bosser avec une diversité ouais, d'artistes, de projets, absolument. Ce qui est un truc qui, moi, m'anime beaucoup Mmh. aussi. J'ai pas envie de me cantonner à un style. Tu vois, genre, je ne fais que du l'électro, ou je fais que du hip-hop. C'est ce que j'ai remarqué quand je suis allé écouter, tes projets, Ouais, c'est ouais, qu'on ouais. est sur une vraie Ah diversité ouais, ouais, ouais. de musique et c'est assez incroyable. C'est ce qui m'anime le plus. C'est qu'en fait, j'aime vraiment, retranscrire une émotion Ouais. dans quel que soit le style. En fait, tu peux aller chercher ce que tu veux en vrai. Tu fais du hip-hop, OK, il va falloir qu'on aille chercher cette émotion, go. Comment est-ce que tu fais justement, quand tu crées une musique? Enfin, comment est-ce que ça se passe, en fait, le process derrière la création d'une musique? J'imagine qu'à chaque fois, potentiellement, c'est différent, mais en même temps, il y a sûrement des similitudes sur chaque process. Parce que c'est quelque chose de très flou, tu vois, pour des gens qui sont pas du tout dans la musique. C'est vrai. Tu pars de quoi enfin, j'imagine que les briefs à chaque fois, ça doit être très différent Ouais, aussi. exactement. Hem, Bah, en fait, ça dépend de plein d'éléments, c'est-à-dire est-ce que tu es en studio, et tu as un clavier devant toi, il faut y aller? Est-ce que tu es chez toi, un peu plus détente et cetera? Mais globalement, bah, le process, en tout cas pour moi, il est toujours pareil. Moi, il me faut un clavier. Bien sûr, faut lire la pièce, faut comprendre ce qu'il faut faire assez rapidement, faut pas faire, tout à l'envers. Mais moi, il me faut un clavier parce que je suis pianiste. Tu me mets des sons sur l'ordi, que ce soit un piano d'ailleurs, un vrai piano ou un synthé, je commence à jouer des trucs et là où il faut être vif, c'est tout de suite comprendre là où il mmh, faut aller. Tu vois, tu en studio, t'es avec un artiste, il c'est pour ça que c'est aussi important de parler. Il faut pas arriver tout de suite faire du son. Il faut aussi un peu apprendre à, tu vois, voir ce qui se passe et cetera pour ensuite aller viser juste sur ce que tu vas jouer. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'approche, la compo, quand je suis avec des gens, hein. Et donc voilà, tu en studio, c'est parti, donc on me met des sons sur le clavier, je commence à jouer et puis là, tu vois un peu si l'artiste, il réagit ou pas. Heu, S'il réagit, c'est cool. S'il réagit pas, c'est que c'est peut-être pas ce qu'il a envie de faire sur le moment. Donc tu essaies de trouver la bonne approche et puis donc tu poses une première idée et ensuite, bah, tu enchaînes, tu poses, une deuxième idée, une troisième idée et puis tu commences à construire en fait, en strate, quelque part, un morceau. Mais tu vois, quand je suis seul, je compose différemment parce que j'ai pas le rapport avec une autre personne. C'est vraiment je suis seul dans mes pensées, donc là, c'est beaucoup plus je peux pousser, différemment mes réflexions. Tu vois? Je peux mettre des trucs, ça peut être beaucoup plus random, mais je sais moi où j'ai envie d'aller. Donc au final, le résultat va être le même, tu vois? est-ce que c'est plus simple en solo ou quand tu as des gens en C'est physique? franchement, c'est très différent. C'est Ouais. des exercices vraiment différents parce que le premier faut juste, faut bien comprendre quand tu es avec quelqu'un, là où faut l'amener. Donc c'est si je pousse le truc à l'extrême, c'est comme si tu avais un brief de pub. Tu vois, les mecs, ils vont te dire des choses et puis tu dois trouver toi, la façon de retranscrire avec des mots qui parfois sont d'ailleurs pas des mots musicaux. Mais donc faut vite comprendre ce que la personne veut. Tu vois, si elle te donne des couleurs par exemple, bah, OK, ouais, j'ai compris. C'est plutôt ça que tu veux. Donc ça, c'est plus un cerveau qui s'active en mode: «OK, tac, j'ai compris lui, et cetera» et tu essaies d'amener, Mmh. même si parfois il y a plein de phases de recherche, hein. Attention, c'est pas l'artiste, il arrive, il sait. Bien sûr. Parfois, c'est toi qui veux lui donner la réponse. Tu vas lui faire l'accord qui: «Ah, mais attends, j'avais pas pensé à ça, c'est intéressant, viens, on essaie de pousser». Après, quand je suis seul, c'est, c'est c'est pas forcément plus simple parce que parfois, je vais être trop exigeant, je vais faire des trucs et ça va me saouler carrément. Je vais dire: «Ah ouais, ça, c'est nul, ça me plaît pas» et Ouais, tu lâches et tu tu vas passes à autre plus, chose. douter peut-être Ouais, en étant exactement. solo, ouais. Parfois, ça peut Ouais, arriver, bien OK. sûr, parce que, bah, toi, peut-être ça te parle, mais peut-être que en fait, tu te dis: «Ah ouais, mais non, en fait, si» et si tu te poses plein de questions, parfois tu peux t'auto-saouler du truc, alors qu'en studio, il y a parfois une synergie qui d'un coup, quand tu as tout le monde qui hoche la tête ou d'un coup, tout le monde qui valide le truc, bon, bah, tu sais que tu peux passer à l'étape d'après sur le track. Mmh. Donc c'est pas plus simple de bosser seul, parce qu'il faut une vraie discipline, c'est tout un truc, hein. Ouais, Il c'est très, très faut différent. enfin, l'inspiration, ça ne se enfin, c'est là quand c'est Mmh. là, quoi. Donc c'est aussi à toi de te mettre dans des dispositions, d'être dans un bon mood pour composer, pour faire des choses, et cetera. Mais pas évident de tous les jours faire des Ouais, trucs qui défoncent, tu vois, en vrai. Et c'est c'est clair. ça pour tout le monde, je pense. Faut juste être aussi humble vis-à-vis de ça, quoi. C'est la réalité. Tu peux pas faire des hits tous les jours. Enfin, tu peux, à force peut-être de faire et d'avoir un mécanisme, tu peux peut-être avoir des patterns que tu vas réussir à reproduire. Mais l'inspiration, c'est des moments un peu, tu vois, magiques. Parfois, tu vas sortir le truc fou. Et ça, il y a des hauts et des bas, quoi. Ouais, Donc c'est bon. clair. Ouais. Ces dernières années, tu as bossé sur, pas mal de projets. J'ai envie
te parler de certains de ces projets. Ouais. Le premier, c'est un projet dont on a parlé en off juste avant de démarrer, avec Kanye, Ouais. où tu as bossé sur un track sur Donda 2. Ouais, exactement. Est-ce que tu veux me parler de cette histoire? Bien sûr. Donc en gros, je suis à Paris. Donc si on reçut la chronologie, je suis de retour à Paris. Voilà. Donc j'ai mes contacts que j'ai réussi à faire aux États-Unis et au Canada. Et il y a un producteur du Canada qui est à Paris. Il s'appelle Diesel. Gros producteur, il a gagné des Grammy. Enfin, un mec vraiment très haut niveau. Il bosse beaucoup avec J. Cole notamment. Et il est à Paris. Donc, il me dit viens, on dîne ensemble. Donc je le vois, on mange un truc. Et il me dit j'ai un ami de Toronto qui est à Paris aussi, artiste. Viens, on passe le voir en studio. Je me dis grave, donc on finit de dîner, on va voir ce mec en studio. Et ce gars, il s'appelle Sean Leon, c'est un artiste donc de Toronto. Je rencontre ce mec et on papote et tout. Et puis là, il nous dit, bah, je vous joue l'album sur lequel je suis en train de bosser. Donc on commence à écouter l'album. Hyper cool, des sonorités vraiment stylées. C'est vraiment, il a un bon son, c'est bien réalisé, tu vois. Il y a un truc qui est cohérent. Et à un moment, il joue un morceau, et là, moi, je craque, je lui dis, waouh, c'est incroyable, ça, c'est trop beau. Est-ce que ça te dérange si tu me files le morceau ou si tu me permets de bosser dessus? J'aimerais vraiment rajouter un peu ma patte sur le track. Il me dit, ok, ça marche, pas de souci. Donc, il me file le track. Je rentre chez moi, je bosse dessus, je réarrange la fin du morceau, je rajoute un piano, je fais une basse. Bon, en gros, je réarrange un peu le track, quoi. Et je reviens en studio le lendemain, je lui refile le morceau, il l'écoute, il kiffe, donc ça se passe super bien. On continue de bosser sur des morceaux de son album. Donc tout se fait très naturellement. Je pars en week-end et je reviens le lundi d'après. Il me rappelle en studio, il me dit bah vas-y viens, je vais bientôt partir de Paris, on se réécoute une dernière fois les trucs, repasse en studio. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce morceau, le deuxième couplet était vide. Il y avait la partie de Sean et la deuxième partie était vide. Donc j'arrive en studio, je me repose. Et il rejoue tout l'album. Et on arrive au morceau sur lequel j'ai bossé. Donc j'écoute, il commence, nanana, il y a son premier couplet. Et là, il y a le deuxième couplet qui commence. Et là, j'entends Kanye. Et je le regarde, je suis comme ça. Et je le regarde, C'est de l'IA ou... En plus, c'était pas encore trop long à dire, hein. C'était il y a quelques années. Ouais. Et je le regarde, je me dis, c'est pas possible. Je me rappelle, j'étais en boucle, je dis non, c'est pas possible du tout. Parce que je suis quand même un énorme fan de la musique de Kanye depuis toujours. C'est quand même un artiste d'une influence impressionnante. Clairement. Et vraiment, je deviens fou. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais raconte, quoi? Il y a Kanye sur le deuxième couplet. Et donc, il rigole et tout. Et il m'explique, en fait, que le week-end qui passe, en fait, lui, il est encore en studio et Kanye est à Paris à ce moment-là. Et eux, ils avaient déjà bossé ensemble sur d'autres projets. D'ailleurs, Sean, il avait écrit sur Jesus is King, je crois, sur plein de morceaux. Il a beaucoup écrit aussi pour Daniel Caesar, Sean. Enfin bref. Et donc, il me dit que Kanye était à Paris, ils se sont écrits et ils se sont rejoints en studio. Et donc, Sean a fait écouter son album pareil à Kanye, et Kanye, il a kiffé des morceaux de Sean, et je me rappelle, il l'avait posé sur 4 morceaux de mémoire, dont celui sur lequel j'ai bossé. Et donc du coup, bah, il en a fait un montage après Sean, et il l'a placé sur le deuxième couplet du morceau, quoi. Donc du coup, résultat, Kanye était en featuring sur ce morceau dans l'album de Sean Leon, en gros. Donc le temps passe, et au final, revirement de situation, c'est Kanye qui demande à avoir le morceau pour son album Donda 2, des mois plus tard. Et donc du coup, c'est comme ça que le morceau se retrouve sur l'album. Donc Sean devient le featuring. Donc tu vois, les rôles s'inversent, c'est marrant. Et le morceau sort, et du coup, c'est quand même fou. J'ai un crédit avec Kanye, quoi. Donc ouais, en vrai, c'est dingue. Mais tu vois, ça s'est fait un peu par pour la postérité. Ouais, voilà, exactement. D'accord. Mais ça s'est fait. En vrai, c'est assez random quand tu y penses, tu vois. T'es en studio, t'es un peu là au bon moment. Ouais, franchement, c'est ça. Une autre rencontre qui a créé notre. Exactement. Ouais. Je tille sur un morceau, je refais un truc. Les chances, elles sont quand même infimes. Mais au final, faut faire. Et c'est en faisant que tu te rends compte que peut-être, bah, tu vois. Et là, j'ai eu vraiment un coup de chance sur ce morceau. Mais c'est dingue, ouais, franchement. Et très souvent, que ce soit dans la musique ou dans l'entrepreneuriat, c'est le côté random des rencontres et le côté random de l'humain qui fait la différence. Mais l'humain, dans ce milieu, il est
enfin, je pense que c'est vraiment, encore une fois, bateau, hein, mais c'est tellement, Ouais. tellement important. C'est clair. Tu te comportes mal, ça va se savoir, tu fais n'importe quoi, ça va se savoir. Franchement, lui, la musique, il est tout petit, en vrai. En tout cas, en France, mais même n'importe où. Quand tu commences à être professionnel, T'es très vite à un contact mais absolument, mais bien d'une autre sûr, les personne. gens, Ouais. c'est ça, les gens vont t'identifier. Ok, c'est qui lui, il est cool, il travaille bien, et il fait quoi, il a fait quoi, mais ça va vite, hein. Donc, faut être quand même hyper sérieux, faut être rigoureux, faut bien bosser. Et après, bah ouais, effectivement, faut avoir le coup de chance. Des gens forts, il y en a partout. Ça fout la pression tous les jours. Ouais, quand tu vois les jeunes aujourd'hui, ils sont trop chauds. Tu dis, waouh, ça met la pression, tu vois. Donc c'est pour ça, faut pas s'arrêter. Mais il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais le talent, malheureusement, c'est petit, C'est clair. tu vois. C'est vraiment petit au final. Il y a plein Ouais. de gens qui sont forts. Exactement. Il faut beaucoup plus que ça. C'est pareil que dans le sport aussi. Bien sûr, mais C'est c'est la pour même ça que je chose. te dis, ça s'applique en vrai, Ouais, surtout. surtout. C'est un mindset aussi à avoir, je pense. Mais ouais, il faut être. C'est ça s'applique partout. Absolument. On va parler de Loup-garou, Ok. qui est le projet qui est aussi qui t'a potentiellement fait exploser ces derniers mois, Ouais. en termes de gens qui te découvrent, Ouais, en ouais, fait. bien sûr. Comment est-ce que c'est arrivé, ce projet? Donc tout le temps où je suis à Paris, où je te dis que je bosse en studio, les années passent, 2-3 ans à peu près, où donc j'apprends énormément en étant un peu plus, tu vois, sur le derrière et en regardant comment produire, comment réaliser tout. Et c'était il y a 2 ans, je crois, à peu près maintenant. Il y a Charles, qui est l'associé de Q, donc chez qui je suis signé en édition, et qui vient me voir et qui me dit: «Écoute Léo, maintenant c'est un peu ton tour d'essayer de réaliser des projets». Donc un peu de prendre aussi moi-même ma propre voix et de me mettre un peu plus en lead, tu vois, sur des projets, en gros. Donc il me dit: «Je vais te présenter des directeurs artistiques et il faut que tu essayes, toi, maintenant, de réaliser des albums et cetera, donc de faire ton truc, quoi». Donc je me dis: «OK, trop bien, let's go, on essaye». Et donc je rencontre, DDA à ce moment-là. Ça se passe hyper bien et un jour, on me propose de travailler sur, le projet de Fari. Donc je me dis: «OK, improbable, Fari qui fait de l'humour», tu vois? En tout cas, moi, à ce moment-là, c'est comme ça que je le connais. Il a un projet de musique, donc au début, je t'avoue, je me dis: «Mouais, je sais pas, il fait de l'humour, est-ce qu'on n'est pas sur le projet, tu vois, un peu cliché de quelqu'un qui ne fait pas de la musique, Le qui veut en projet de faire?» trop. Ouais, donc tu vois, je me dis ça, je pars un peu avec des a priori et tout. C'est quand même très drôle et j'apprends plus tard que Fari aussi avait des a priori sur moi, donc c'est OK. hilarant parce qu'au final, on était tous les 2 un peu comme ça. Bref, je rencontre Fari et en fait, ça se passe hyper bien. On clique, hyper rapidement et c'est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui d'ailleurs, donc c'est quand même dingue, tu vois, l'a priori avec lequel je partais. Et du coup, j'accepte de faire le projet, donc de réaliser son projet d'artiste, qui est, par ailleurs, vraiment formidable. Et hem et donc du coup, bah, la relation avec Farid se crée et je la considère, tu vois, quand je te parlais un peu de chapitre, je la considère comme, pareil, un nouveau chapitre. C'est celui dans lequel je suis, en tout cas aujourd'hui, à fond. Et donc on développe notre relation, ça se passe super bien. On fait des sessions beaucoup pour son projet, ça se passe, très bien aussi. Et un jour, je dis à Farid: «Bah, tu sais, moi, mon rêve, c'est de faire de la musique de film et enfin, à l'image, quoi». Il me fait: «Ah ouais? Attends». Bon bref, Farid, c'est un mec qui a le cœur sur la main, c'est vraiment dès qu'il peut t'aider, il va le faire, quoi. Et donc en fait, il me présente rapidement des gens. Donc tu vois, il dit, il fait, donc c'était assez fou. Ça s'est fait très vite et hem et je me rappelle quelques semaines plus tard, quand je lui ai dit ça, parce que moi, j'ai l'habitude, tu sais, dans ce milieu d'avoir des gens qui te disent: «Ah mais grave, je vais t'aider à faire ci, je vais Oui, t'aider à puis faire ça», derrière, la et puis ça se parole, fait pas. ouais. Donc en fait, j'ai plus jamais d'attente aujourd'hui, j'avance Très à. fréquent dans l'entrepreneuriat au global Ça aussi. m'étonne pas, hein, c'est partout, encore une fois, Ouais, c'est quand les des gens tiennent leur patterns. parole, c'est rare, il faut préserver ça. Exactement. C'est tellement précieux. Exactement. Donc tu sais, j'ai eu tellement l'habitude, je me rappelle à LA, je m'étais fait avoir, mais au On début, prend mais laisse l'habitude tomber. de plus s'enflammer. Ouais, c'est ça, mais exactement. Je m'étais enflammé sur un gars que j'avais rencontré, tu vois, à la gym, un rappeur hyper connu. Ouais, on va faire des sessions et tout. Moi, j'étais comme un dingue. Et au final, le mec m'a jamais rappelé. Mais c'est bien, ça t'apprend direct. Ça m'avait calmé tout de suite. C'est un bon apprentissage. Donc tu vois, Farid me dit ça, il me dit, bah attends, tu verras, je vais te faire des trucs à l'image et tout. J'ai fait, écoute, ça marche, on verra. Bah en fait, il a tenu parole directe. Et donc, quelques semaines plus tard, il m'appelle, il me dit: «Écoute, je suis en train de coproduire une série avec Canal+, ça s'appelle Loup-garou. Est-ce que tu es chaud de faire des essais?» Juste fais des essais. On sait pas, si ça va marcher, pas marcher, mais tente, tu vois? Il y a un créneau, il y a pas de compo encore dessus. Donc je me dis: «Bah, incroyable, faut absolument que je fasse ça». Donc je me mets à bosser
et à faire des démos. Donc, je me dis: «Qu'est-ce que je fais déjà?» Donc je me dis: «Bon, Loup-garou, c'est un jeu, hem et à la fois, c'est quand même le loup-garou, donc c'est un peu flippant, stressant. Donc faut être malin, quoi. Faut que ce soit assez cool et en même temps un peu stressant, mais sans être exagéré. Donc je me dis: «Bonne ref, White Lotus». Franchement, trop Le fort le générique est compo. incroyable. Bah, ouais, c'est trop grave, c'est trop grave. Exceptionnel, donc je me dis ça, ouais, évident, parce que ça te met mal, mais c'est à la fois iconique. Et Desperate Housewives, me demande pas trop Mmh. pourquoi, mais je Très trouvais que bonne c'était ref aussi. hyper cohérent. Ouais. Je sais pas pourquoi. Donc je me dis: «OK, c'est ça l'idée». Donc je me retrouve à faire donc des démos. J'en fais 4 que je place avec Fary, hein, qui est à côté. Fary qui a une oreille, une vision vraiment incroyable. C'est un créatif de fou. Donc je lui fais écouter, il comprend tout de suite le truc et en fait, on se met à bricoler un peu mes démos, à les foutre à l'image sur des trucs qui n'avaient rien à voir d'ailleurs, hein. Des génériques de White Lotus, enfin des trucs juste pour tester, aussi pour que les gars, ils aient un rapport tout de suite à musique-image, quand on allait le présenter. Donc voilà, on a 4 démos qui sont cool et du coup, bah, je me retrouve à faire un rendez-vous chez Canal. Donc j'arrive chez Canal en mode c'est quand même sacrée grosse journée parce que tu te dis: «Bon, ça peut le faire quoi», tu vois? Donc j'arrive, j'ouvre la porte, il y a 10 personnes dans un bureau, je suis en mode: «Oh my god, OK, l'info assurée. OK Léo, ça va, bon, on descend dans le studio, tu nous fais écouter des démos?» «Allez, on va écouter des démos». Donc on descend, on branche le truc, je commence à faire écouter et là franchement, bah, tout le monde a adoré. C'était plutôt unanime et il y avait déjà le générique en fait dans mes démos. Au final qui après on s'est dit: «C'est le générique», tu vois? Mais, il était déjà là et ouais franchement ça se passe hyper bien, tout le monde adore et au final je me retrouve à avoir carte blanche sur la série, quoi. Donc, incroyable, c'est vraiment c'est fou pour moi parce que, bah, je réalise un rêve, hein, en vrai. C'est mon premier gros projet à l'image. J'en avais fait avant, mais c'était des mini trucs, tu vois? C'était des trucs de pub ou des petites synchros à droite à gauche. Mais il y avait pas tout ce travail de tu composes Là, c'est pour un global. ah ouais, là, c'est Mmh. global. Là, tu fais toute la bande son et donc voilà, donc là, je me retrouve à faire, bah, toute la musique. Donc on me donne des thèmes, heu, donc moi, je me plonge dans parce que sur le Loup-garou, j'ai pas composé à l'image, par exemple, tu vois? Ouais, Ça dépend vraiment des projets. bien sûr. Bah, sur le Loup-garou, j'ai composé, avec des titres, quoi, en mode, bah, générique, on veut, le village s'endort, les loups se réveillent et cetera et cetera. Oui, tu avais pas du tout les éléments de Non. la série, Après, j'avais c'est les éléments de la DA, ouais. j'avais vu des trucs et cetera, mais j'avais pas les scènes, en tout cas, Mmh. face à moi. Tu vois, encore une fois, faut s'adapter direct. C'est OK, bah, là, je le prends différemment, c'est comme ça que je vais l'approcher et go. Et franchement, c'est tellement cool à faire. Enfin, je me suis éclaté. Ça y est, je suis dans le truc que j'aime le plus au monde, quoi. En fait, bah, je dois me projeter dans un univers, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les sons que tu utilises? La palette de sons, bah, faut qu'elle soit cohérente entre elles, donc tu essaies d'identifier déjà les trucs qui vont être bien ensemble. Après tu fais les thèmes, tu les étires, tu les trucs. Bref, enfin, c'est tout ce que j'aime. Ça Donc, ça t'a pris combien de temps, pour faire toute la DA? bah, en vrai, quand je compose, c'est plutôt rapide. J'ai plutôt du mal à finir les morceaux, mais je pense OK. comme beaucoup de gens. Hem, donc les idées sont venues très vite. Après le process, je sais pas, il a dû durer quelques mois, tu vois? Mais hyper étiré, j'étais pas tous les jours dessus à fond, quoi. Tu vois? C'est vraiment on pose des choses, on les écoute, bon, c'est un travail sur le temps, mais c'est pas un travail de dingue, tu sais, tous les jours à fond, à fond, à fond. Moi, je travaille plus en mode, voilà, je suis dans le bon truc, j'ai l'idée, on y va, on la pose et chut, on lâche et on réécoute, tu vois? Ça Heu, permet de prendre du recul ah aussi mais sur le grave, travail. mais c'est trop important. C'est trop important et o et voilà, mais ça a été, vraiment, mais trop cool à faire. Ensuite, il y a plusieurs étapes. Ouais, La 1re, c'est la livraison finale ouais, et après la deuxième, c'est les retours des gens quand la ouais, série sort. ouais et c'est vrai. Alors écoute, la livraison, bah, ça se passe super, voilà, Nickel, tout le monde est ouais, content. franchement, j'ai pas eu beaucoup de, faut tout refaire Ouais. ou tu vois? En vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Tout était plutôt au bon endroit assez rapidement, donc dingue et les retours, alors c'est drôle parce que tu vois, hem, la saison 1, en fait, je suis sur les réseaux sociaux, je suis pas très présent. C'est une grosse faiblesse que j'ai, j'en suis conscient et j'essaie de travailler dessus, mais j'ai du mal et en fait, j'ai pas communiqué vraiment dessus, tu sais? J'ai fait un post, alors oui, les gens qui me suivent vont le voir, mais j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent et donc du coup, bah, c'est très limité. Alors, j'ai eu des retours quand même de Canal, des gens qui ont regardé la série à fond, donc tout le monde a adoré.
Mais c'est surtout à la saison 2 où j'ai communiqué dessus et je me suis forcé à faire des petites vidéos. Comment j'ai fait le générique du Loup-garou. Qui était très bien. Bon, voilà, mais je me suis vraiment forcé à faire le truc. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé l'ampleur de l'impact de la BO. Là, j'ai réalisé que les gens, ils jouaient au Loup-garou avec ma musique. Alors, c'est une dinguerie. Enfin, franchement, je trouve ça fou. Et qu'en fait, ça a dépassé la BO dans le sens où c'est devenu presque un phénomène pop culture, quoi, où en fait, bah, tu associes le la 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 au Loup-garou. Et d'ailleurs, j'en profite pour. Comment il a été posé Ouais, ce voilà, la la la, je vais. Ça, Comment c'est il a très été marrant. posé et qui l'a posé? Voilà. Alors, ça, c'est très drôle. Je suis avec Fari et Panayotis en studio. Je fais écouter le générique et je leur dis voilà, le générique. Vous voyez, donc au début, ça fait nananana. Et là, Pana, il fait attends, nananana, ou c'est Fari. Je crois que c'est Fari qui dit la 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 la, ça a l'air cool. Et là, Pana, il nous regarde, il fait la 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 la. Et là, Fari dit c'est ça. Et nous, avec Pana, on est un peu en mode ouais, bon, je sais pas, on le pose, on essaye. Donc Pana le pose, mais un peu exagéré, tu vois, c'est la 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 la. Ça, c'est vraiment comme ça. Je l'intègre au truc, et au début, je suis pas convaincu. Je trouve que ça fait un peu, comment dire, enfantin. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment cohérent avec la BO et tout? Et Fari, il dit, les gars, c'est ça. Donc on dit, bon, ok, on fait deux Vision. versions, tu vois. Une vision. Ouais, mais Fari, quoi. Et du coup, bah, au final, ça a tellement plu que c'est devenu vraiment le truc iconique de la saison. C'est carrément devenu, tu révèles la carte, c'est le la la la. Enfin, ça revient tout le temps, c'est le gimmick qui a vraiment, qui a porté presque la BO, quoi. Puis ça a explosé sur les réseaux, ça a explosé sur Bah, TikTok. ouais. Oui, c'est que, bah, les retours sont vraiment dingues. C'est que tout le monde, le fait. Moi, j'ai des gens qui me disent qui jouent au jeu avec la BO. Et d'ailleurs, la BO, on l'a sortie dans l'ordre d'une partie de Loup-garou. Donc le début, c'est le générique. Ensuite, c'est le village Oui. s'endort. Les loups se réveillent. Donc on a tout fait dans l'ordre pour que tu puisses mettre Pour play. le confort des joueurs. Ouais, exactement. On trouvait ça cool. C'est ouf. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi? Bah, franchement, c'est un rêve éveillé, ce projet, pour moi. Parce que j'arrive à un endroit de ma vie où je fais pile ce que j'aime. Mais c'est des années, tu vois, Quand tu remontes, de effectivement. galère, hein, Ouais. parce que Des années de galère, et puis commencer le conservatoire à 8 ans. Ouais. Ah, mais bien sûr. Après, tu vois, chacun a son parcours. Ouais. Tu vois, moi, j'ai vraiment eu le conservatoire. J'ai eu un gros truc au début avec le morceau qui a pété. Donc, un départ ultra fort. Et puis, en fait, d'un coup, ça a redescendu. C'était dur, hein, ça aussi, hein, tu vois. Parce que en fait, il n'y a pas le truc qui suit au niveau 2. Et c'est là où je pars aux US, je me fais dans le truc, donc je repars un peu à zéro. Mais toutes ces années-là, elles sont difficiles. Autant psychologiquement, parce que tu te formes, tu apprends beaucoup de choses, que financièrement. C'est aussi un vrai truc, quoi, dont il faut aussi parler. C'est que la musique, c'est génial sur le papier. Mais la réalité après de la vie, elle est compliquée, tu vois. Donc ça a été des années galères pour arriver à aujourd'hui, en tout cas, un endroit où je me sens hyper bien et hyper aligné. pile à l'endroit. Ouais, exactement, aligné, c'est le mot. Pile à l'endroit où j'ai l'impression que je dois être. Et donc, ouais, Loup-garou, c'est surtout saison 2 où ça a vraiment fait le boom parce qu'on sort la BO et que je communique dessus. Et là, je vois l'impact que ça a eu. Et franchement, j'ai pas les mots. En vrai, c'est dingue parce que, ouais, c'est des années de boulot. Et puis, en fait, je vais te dire aussi, c'est aussi la première fois que je mène un projet seul à terme. Et bah, mine de rien, ça fait du bien aussi pour un peu l'estime de soi. Bah, j'ai fait une BO. Alors, enfin, tu vois, que t'as imaginé, elle est sortie et c'est toi, quoi. Tu vois, il n'y a pas 1000 personnes dans le process parce que quand t'écris des morceaux, il y a toujours plein de gens, etc. Ce qui est très bien, hein. Mais là, ça m'a aussi prouvé que, ah bah là, je crois que je suis au bon endroit, où je suis là où j'aime être et que je peux le faire. C'est bête, mais c'est un énorme truc pour moi. Ça permet d'effacer peut-être le syndrome de l'imposteur. Ouais, bon, ça, c'est l'histoire de ma vie, mais comme je pense beaucoup beaucoup de gens. D'artistes et beaucoup de gens, même d'ailleurs, dans tous les milieux. C'est vrai que j'ai toujours eu un peu ce truc. Tu sais jamais si c'est assez bien, si truc et tout. Bon, bah là, j'ai quand même eu la preuve par A plus B que je peux le faire, que ça peut plaire et que du coup, c'est cool, faut continuer, quoi. Incroyable. Ouais, puis effectivement, le fait de voir les retours des gens qui s'approprient en fait ton travail. C'est ça, c'est que ça m'a dépassé. C'est ouf. C'est pas genre tu sors un truc et puis bon, bah voilà, c'est là et puis les gens ils aiment bien, mais voilà. Là, ça va plus loin, c'est que vraiment, ça existe vraiment et que ça a dépassé juste la BO. C'est que, ouais, le gimmick, le truc, c'est présent. Les gens ils jouent, ils la mettent, enfin.
Ouais, les retours sur les réseaux, ils m'ont un peu choqué, quoi. J'étais pas prêt. J'étais, ah ouais, comme ça, là, les gens? Vraiment, vous aimez autant? Bah, c'est fou. T'as eu des messages genre bizarres sur les réseaux ou des... des gens qui J'ai un t'envoyaient truc qui m'a des... fait marrer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le générique leur fait peur. Ok. Ça m'a C'est vrai fait... qu'il y a une ambiance tendue sur certains morceaux. Ouais, mais genre que du coup, ils le passent, tu vois? Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais, je te jure. Ok. Et je me suis dit: «Ouais, c'est fou» parce que je voulais pas non plus vous effrayer. Peut-être que c'est le combo du visuel et du son, ou Je sais pas, je sais pas. peut-être. Incroyable. Mais Ok. ça m'a fait marrer, genre, Au moins, ça crée une émotion. ah ouais, mais C'est ça, grave, mais c'est le but, hein, finalement. Mmh. Mais je voulais pas non plus vous effrayer, mais ça, c'est un truc qui m'a fait, marrer, Ok, que les gens le skippent. excellent. Aujourd'hui, Leonardo, tu bosses sur quoi? Alors, aujourd'hui, Sur donc tout ce que tu peux parmi nous toutes les confier. casquettes, bah, donc du coup, il y a, grâce au Loup-garou, j'ai eu ma première BO de film. On m'a appelé pour faire mon premier film au cinéma, donc ça aussi, c'est Incroyable. exceptionnel. Tu vois un peu l'enchaînement, trop cool. Donc c'est un film qui sort cette année qui s'appelle The Giacomo. C'est produit par Quad avec Xavier Lacaille en acteur et tout. Hyper sympa, c'est une comédie, c'est hyper drôle. Donc approche encore différente parce que là d'un coup, bah, j'ai dû composer à l'image. Donc là, que à l'image, tu vois. Le Quand film tu dis était tourné. composer à l'image, pour les gens qui Oui, connaissent pas ces termes, c'est tu vois le film sans son exactement. et tu composes. Exactement, c'est ça. Ce qui généralement, dans la majorité des cas, ça se passe comme ça. Oui, alors, enfin, tu vois, le Loup-garou est le contre-exemple parfait, c'est que j'ai pas eu une image. Donc en vrai, t'adaptes toujours, mais c'est sûr que de façon générale, oui, tu composes à l'image, bien sûr. J'avais lu la BD La guerre de Lucas. Ah, je connais pas. C'est sur George Lucas. Ok. Et ça montre dans la BD comment ça s'est passé avec John Williams. Ah waouh, incroyable. Et c'est incroyable. Putain, c'est fou. Du coup, Ouais, de légende. Hein. George Lucas qui découvre John Williams qui fait la bande-son en live, quoi. Incroyable. Ah, ça c'est fou. Je Hein. visualise grâce à ça ce que c'est composer à l'image. Exactement. Bah du coup, t'as l'image, je la mets dans mon logiciel, tu vois, et puis là, je compose vraiment dessus. Et là, c'était une approche différente parce que il y avait beaucoup de musique à livrer. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de choses sur le film. Et c'est la première fois que j'avais pas le recul sur l'ensemble de la BO au début. Genre, tu vois, je suis arrivé au bout de toutes les scènes et j'étais en mode, oula, faut que je reprenne tout et que je dézoome parce que là, je trouve que j'ai trop le nez dedans et j'avais du mal à visualiser ça comme une BO, tu vois, dans son ensemble. Mais c'était incroyable à faire, ça s'est très bien passé. Et tu vois, donc j'ai eu un peu ma première série. Là, j'ai mon premier film qui arrive. J'ai notamment bossé sur un spectacle de danse aussi cette année avec Victoria Deberville, ouais. qui est une danseuse exceptionnelle, qui a créé son premier spectacle toute seule. Alors bien sûr, elle est aidée, mais c'est son spectacle à elle, donc trop fort. Elle m'a appelé cet été pour faire le thème du spectacle. Et donc en fait, je me suis retrouvé à être en répétition. Enfin, tu vois, vraiment sur le tas pendant des semaines, à en fait faire plus que de la musique parce qu'on devait lier tous les tableaux entre eux. Qu'est-ce qui se passe quand la scène se termine et que d'autres personnes re-rentrent? Donc c'était hyper intéressant. C'est Paul Pasco d'ailleurs qui est le metteur en scène. Mmh. Il m'a appris beaucoup de choses parce que du coup, lui, il connaît bien. Moi, c'était la première fois. Mais tu vois, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que maintenant, j'essaie de continuer d'être dans une optique où on me donne des projets dans leur ensemble et j'y applique une sorte de vision musicale, tu vois, sur l'ensemble du truc, quoi. Et donc voilà, j'ai beaucoup appris, je comprenais rien au début, puis en fait, ok, c'est comme ça qu'il faut faire, là on peut peut-être essayer de faire ça. Et mine de rien, t'as toujours peut-être un peu le pas de côté qui peut être intéressant parce que t'es pas non plus la tête dans le guidon et que c'est pas un truc que tu fais depuis 20 ans. Donc c'était hyper cool à faire. D'ailleurs, elle est en tournée là en France, ça continue, ça a hyper bien marché, donc c'était dingue. Donc tu vois, j'enfile toujours une casquette différente, c'est ce que je Et sur préfère. des projets récemment très différents. Ouais, Que mais ce soit mais mise en je suis le plus heureux. scène, c'est incroyable. Ah mais je trouve ça formidable. Enfin, c'est là où en tout cas je m'épanouis le plus. Bah là on a une série, OK, c'est quoi le mood? Policier, OK, on fait ça. Là j'ai un film, là j'ai un spectacle. Là je fais la BO d'un jeu vidéo. Ça c'est un nouveau truc. C'est le prochain gros projet sur lequel je travaille, c'est la BO d'un jeu vidéo, donc c'est beaucoup plus long, parce que les process sont ultra longs. Mais pareil, c'est dingue. Tu vois, c'est quoi l'univers? Qu'est-ce qu'on fait pour la musique? Comment tu appliques la musique sur le jeu si ton personnage il avance pas? C'est bête, hein, mais vas-y, comment on loupe le truc pour pas que ça fasse Ouais, à quel point bizarre? la musique est dynamique Bien sûr. par rapport aux actions du joueur, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a des scènes de cinématiques où là on score vraiment à l'image?
parce que bah, la scène, elle existe comme un film de A à Z, mais qu'est-ce qui se passe quand tu joues? C'est fou. Donc là, je suis en plein dans ça commence. D'ailleurs, c'est un jeu fait par des Français, ça s'appelle Unrecord. Ok. Ils ont sorti un trailer il y a quelques temps qui avait hyper bien marché. Et là, ils sont déjà en train de bosser sur le jeu. C'est qui derrière? Bah, en fait, c'est Foda. Je sais pas. Faudacé, bien sûr. Oui, exactement. Mais bien sûr. Exactement. Qui a arrêté le son. Je suis rennais, donc Ah bah voilà. Columbine, Ah bah voilà. Bah voilà. incroyable. Ouais, ok. et qui du coup fait son jeu. Ouais. Et J'avais suivi ça ouais. fort. Ouais. Ouais. Et le jeu vidéo, moi, c'est un truc qui me passionne. C'est un peu la deuxième grosse passion dans ma vie depuis gamin. Donc c'est, enfin, Donc, deux gros projets. ouais, Ok. ouais, exactement. Ouais, là, c'est un peu la quintessence de tout, quoi. C'est-à-dire que j'assimile la musique et le jeu vidéo dans un projet. Là, je suis comme un Incroyable. dingue, quoi. Hâte de voir Ouais. et d'écouter ça. Ah ouais, ça va être incroyable. Donc ça, c'est un peu l'autre gros projet, mais globalement, c'est ça. Je suis pile dans le truc où je mets toutes les casquettes, quoi. Et j'adore ça. Et puis, je fais aussi de la réal pour d'autres artistes, tu vois, notamment Farid. Je termine son projet. Donc là, je suis plus à la tête d'un projet artistique d'un artiste, quoi. Donc pareil, c'est une autre approche aussi de la musique. Je ressors aussi de la musique pour moi. Parce que là, je me dis que je suis à un timing, en fait, intéressant où on commence à m'identifier en France, en tout cas un petit peu. Dans quel style? Il y a beaucoup de choses différentes. Du coup, tu vois. L'inverse m'aurait étonné. Ouais, exactement. Là, je vais pas te dire, je fais un truc. Donc, c'est à moi d'amener ça bien, on va dire, tu vois. Mais Ok. j'ai plein de musique qui dort dans mon ordinateur et j'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard. Donc, il faut que je les sorte à un moment donné, les morceaux. J'essaie juste de trouver la bonne formule pour faire ça le bien. son de l'aéroport, là, dont tu m'as parlé. Et grave, par exemple. Il est dans le projet, absolument. Ok. Incroyable. Donc, voilà, il y a plein de choses différentes. Trop bien. Bah écoute, on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast. Ouais. La première question, c'est le pire conseil qu'on t'ait donné. C'est de faire que un truc. Tu sais, genre, non, ouais, non, il faut faire que ça, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. Je pense qu'il faut pas se limiter. Il faut pas avoir peur de faire des tester plein de projets. choses. Ouais, exactement. Tu vois, et ça, c'est un truc que Farid m'a beaucoup appris pour le coup. Lui, c'est vraiment, t'as une bonne idée, on y va. Let's go. On l'a fait, quoi. Avant, moi, enfin, c'est pas que je me cantonnais à mon truc, mais je veux dire, tu vois, par exemple, on travaille sur un projet de jeu vidéo ensemble avec Farid. C'est un truc auquel j'aurais jamais pensé pouvoir faire avant. Mais parce que juste, je me suis jamais vraiment donné les moyens de le faire. Mais il y a une bonne idée, un truc, quoi, on y va. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Donc, les gens qui m'ont dit, ouais, non, faut que tu fasses un truc parce que c'est ton truc, c'est dur pour moi qui aime faire tout. Donc, après, faut réussir à trouver son équilibre là-dedans parce que tout faire, c'est aussi un peu rien faire. Mais enfin, tu comprends ce que je veux dire par là, quoi. Exactement. Donc, oui, les gens qui m'ont dit, non, fais que ça, non, je suis pas d'accord. En tout cas, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Du sport. Franchement, je t'avoue, quand j'ai la tête dans le pâté, je vais courir, je vais faire du sport. Ça me fait beaucoup de bien. Et ouais, non, je pense que c'est une des choses qui me fait vraiment aller mieux. Et sinon, je suis avec des potes, je sors. Enfin, faut se changer les idées, quoi. Ouais. Rester la tête dans la session quand ça vient pas, c'est le pire truc. Parce que du coup, tu culpabilises toute la journée et tu fais rien. C'est clair. Parfois, quand ça vient pas, faut lâcher. Enfin, moi, c'est comme ça en tout cas que je fais. Je pense tous les métiers Tu lâches. créatifs. Ouais. C'est ok. C'est ok, effectivement, et c'est important de couper ce tunnel dans lequel t'es parfois. Exactement. Et quand il n'y a pas de suite au tunnel, faut en sortir, quoi. C'est ça. Et parfois, ne pas savoir déconnecter, ça peut vraiment te mettre dedans, je trouve. C'est clair. Ouais. C'est quoi ton plus grand rêve? C'est de continuer ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce que je suis enfin à un endroit où je me sens ultra heureux, hyper épanoui. Et donc l'idée, c'est de faire des plus grands films, des plus grandes séries, de faire encore des BO de jeux vidéo et d'avancer dans tout ça, faire de la musique aussi pour moi, de la sortir, qu'elle soit écoutée. Disons que j'ai travaillé toutes ces années pour arriver à un endroit où aujourd'hui je me sens bien. Donc c'est de pouvoir continuer ce rêve le plus longtemps possible, en vrai. On te le souhaite. Merci. Si tu devais choisir un livre, un film, une série qui t'a marqué, ce serait quoi? C'est vraiment difficile. En fait, comment te dire, j'ai pas un truc qui m'a genre explosé le cerveau en me disant oh là là, ce truc-là, ça y est, tu vois, genre c'est ça. Mais je me nourris de tellement de choses, tu vois. J'ai regardé, je sais pas, White Lotus, on en parlait, j'ai trouvé ça formidable, mais à sa façon. Sévrance, j'ai trop kiffé aussi récemment, j'ai trouvé ça très fort. Même la façon dont la musique est faite et c'est amené. Après, je lis pas ces livres, malheureusement.
je suis vachement dans ce truc visuel toujours. Je suis pareil. Ouais. Donc je t'avoue, un rêve de livre là comme ça, j'ai pas forcément. Non, mais c'est très bien. Ouais. Je passe à la question reverse. Tu prends le rôle de host pour une seule question. Est-ce qu'il y a une question que tu souhaiterais me poser? Est-ce que toi aussi, t'es heureux et t'es épanoui dans ce que tu fais? Parce que franchement, c'est vraiment le truc que tu vas chercher sur tous les gens que tu interviews et d'essayer d'aller chercher les choses. Mais est-ce que toi-même, tu te considères je pense dans cette case? Work in progress. Work in progress, Work in progress, parce qu'effectivement, il y a tout un renouveau sur Serial cette année qui va faire que je pense que avec ce nouvel alignement, je serai encore plus épanoui, tu vois. Donc, on te le souhaite. Progress. Merci. Il reprend mes phrases. Il me reste 2 petites questions. Est-ce que tu as quelqu'un à me conseiller pour un futur épisode? Je pense que Victoria pourrait être une très bonne personne invitée parce que elle a un parcours atypique, hyper entrepreneuse. Elle était dans ma promo Forbes en 2023. C'est vrai? Ah bah dingue, tu vois. Je pense à elle un peu instinctivement, je me dis qu'elle a vraiment un profil atypique, mais hyper intéressant, quoi. Donc je dirais Victoria, ouais. Ok. Ouais. Très bien, je me note la reco. Ouais. Et la dernière, c'est que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur? Ça peut être en une phrase, un mot. C'est quelqu'un qui fait. Tout simplement. Mais vraiment, c'est tout. Sans déconner. Faut pas se prendre la tête. Hein. Non, faut pas se prendre la tête à aller chercher des définitions de galère. C'est quelqu'un qui fait, franchement, et qui ose faire des choses un peu différentes, mais qui fait. Ouais, franchement, c'est ça. Vraiment. Je pense que ce sera le mot de la fin. Ah oui. Si t'es partant de nous jouer un petit morceau. Avec plaisir. Merci beaucoup Leonardo pour cet épisode. J'espère que merci de m'avoir invité. C'était génial. Merci. Et merci à toi qui nous a regardé et écouté. Reste du coup, puisque Leonardo va nous jouer un petit morceau au piano. Et puis let's go. Allez, c'est parti.